Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. On va combien d'années en arrière? On va 57 ans en arrière. Tu vas encore dire, mais non, c'est pas 57 ans, c'est l'âge des gens vivants. Non. On va 57 ans en arrière. Le 30 mai 1967, on va parler de l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire africaine du XXe siècle et l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de la République fédérale du Nigeria. On parlera et qui aura aussi un impact ici au Gabon puisqu'on parlera de la guerre du Biafra. Alors le 30 mai 1967, le Biafra fait sécession. Alors c'est quoi le Biafra? C'est une excellente question. Alors le Biafra, c'est une région qui est située à l'est du Nigeria. Il faut savoir que lorsque le Nigeria accède, qui était une ancienne colonie britannique, accède à l'indépendance en 1960, c'est un pays immense. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Il y a toute une pléiade d'ethnies, mais les plus importantes sont les Yoruba et les Haoussa que l'on retrouve principalement au nord, qui sont des animistes, et puis qui sont des musulmans, qui sont majoritairement des musulmans, les Yoruba et les Haoussa, si m'écoute, excusez, Yoruba, Haoussa au nord principalement, et ils sont majoritairement musulmans, et au sud et à l'est, on trouve les religions qui sont principalement chrétiennes et animistes. Et à l'est, justement, il y a le Biafra. Et cette population est occupée, cette zone, est occupée par les Igbo. Et donc, dès 1960, dès lors que le Nigeria va accéder à l'indépendance, il va se poser un problème qui va toucher l'ensemble des pays de ces jeunes États africains. C'est la question de la représentativité au sein du pouvoir et le partage du pouvoir entre les différentes composantes ethniques des jeunes États. Et le Nigeria ne va pas justement échapper à cette réalité-là. Puisque dès 1961, malgré le fait qu'on est rattaché au Nigeria certains territoires qui appartenaient à l'époque au Cameroun anglophone, eh bien la question de la représentativité et la question de la répartition, pas la représentativité, surtout la question de la répartition du pouvoir entre les différentes composantes ethniques du Nigeria va commencer à se poser. Alors, il va y avoir, au départ, le Niger était composé de 3 provinces. Et donc, ces 3 provinces, donc, quand on regarde la carte du Nigeria actuelle, c'était des provinces immenses. Et donc, à partir de là, généralement, ces découpages étaient faits de telle sorte qu'il va y avoir des provinces, des ethnies étaient un peu plus, les territoires étaient découpés en fonction de l'occupation ethnique, de telle sorte qu'on essayait de faire que les ethnies soient regroupées dans les mêmes circonscriptions. Or, malheureusement, il va aussi avoir que dans certaines autres zones, eh bien, ce redécoupage-là, selon les hommes politiques de l'époque, ne tenait pas compte de cette réalité-là ethnique sur le terrain. Donc, par conséquent, ils estimaient que le découpage électoral qui avait été fait leur était défavorable. Et notamment, à partir de là, on va commencer à voir des espèces de soubresauts qui vont commencer. La question vraiment du redécoupage électoral et de la représentativité des différentes composantes ethniques à la tête du Nigeria va commencer véritablement à se poser dès 1961, mais elle va s'amplifier et commencer à prendre une tournure tragique à partir de 1965. Et là, en 1965, il va y avoir principalement des groupes, des hommes politiques, notamment originaires des Yoruba, qui faisaient partie du groupe ethnique Yoruba, qui vont commencer à contester véritablement le découpage électoral et ils vont par la suite essayer de mener des actions parfois violentes qui vont se transformer par des pillages et parfois des meurtres pour justement amener le gouvernement à changer, surtout amener le gouvernement à s'impliquer justement afin d'obtenir un découpage électoral qui soit plus favorable notamment à l'ethnie Yoruba. Et le 15 janvier, donc le 15 janvier 1966, qu'est-ce qui va se passer? Ce découpage que les Yoruba vont obtenir, les autres ethnies, en l'occurrence les Igbo, eux aussi vont commencer à considérer que ce nouveau découpage-là leur était en réalité défavorable. Et donc, le 15 janvier 1966, un groupe de jeunes officiers Igbo
probablement originaires de la région du sud-ouest, vont s'insurger contre les autorités nigérianes. Ils vont donc procéder au kidnapping de certaines personnalités, dont le premier ministre de l'époque, qui s'appelait Balewa. Et donc, cet assassinat-là, enfin ce meurtre du Premier ministre Balewa et d'autres personnalités, dont un certain Atin Kola et d'autres figures importantes de la politique nigériane, va entraîner, ça va mettre un peu le feu aux poudres. Et donc, malgré le fait que ce coup d'État-là, qui en fait c'était une tentative de coup d'État qui va se solder par l'assassinat du Premier ministre Aboubakar Tafawa Balewa, et donc ce coup d'État-là qui va perpétré par les jeunes sous-officiers, bien que ayant échoué, va amener le gouvernement de l'époque, qui était pour la première fois dirigé par un militaire, qui était le lieutenant-colonel Aguiyu Ironsi. Et ben lui, il va donc, au regard de la situation, les militaires donc vont prendre le pouvoir, et donc ils vont décider donc de redéfinir encore une nouvelle carte, si tu veux, politique du Nigeria. Et donc le choix de redéfinir cette nouvelle carte politique, notamment par le lieutenant-colonel Aguiyu Ironsi, va évidemment mettre en colère les Igbo, et les Igbo vont, par l'entremise de celui qui les dirigeait à l'époque, qui était aussi lieutenant-colonel, un officier supérieur de l'armée nigérienne, qui s'appelait pas les Igbo. Le fait que Aguiyu Ironsi va décider de redéfinir la carte, et ça va évidemment mettre le feu aux poudres, et ben lui va être renversé et remplacé par un autre lieutenant-colonel en 1966 qui s'appelait Yakubu Gowon. Et Yakubu Gowon va donc décider de, si tu veux, essayer de multiplier, en fait, en se disant qu'au lieu de départementaliser les grandes régions, eh ben, on va plutôt créer d'autres régions pour essayer si tu veux, de fragmenter au maximum le Nigeria, pour qu'il n'y ait plus de grands territoires, mais qu'il y ait de petits territoires. Et donc, il va proposer de passer de 3 régions à 12 régions. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas passer, notamment pour les populations Igbo qui sont au sud-est. Et l'un de leurs plus fervents représentants, à savoir le lieutenant-colonel Yakubu Ojukwu, donc va décider, le lieutenant-colonel... comment il s'appelle? Oui, le lieutenant-colonel Yakubu va donc décider de faire sécession, tout simplement. Et donc, à partir de là, le pays va sombrer dans l'un des plus sanglants conflits de son histoire interne. Donc, le 30 mai 1967, les Igbo vont donc décider, par l'entremise d'Ojukwu, de se soulever, donc de demander leur sécession, leur indépendance. Alors, dans cette situation, il faut comprendre que le conflit globalement va durer 30 mois. 30 mois, pourquoi? Parce que des deux côtés, que ce soit les Biafrais ou le gouvernement fédéral, chacun, grâce au soutien qu'ils avaient de l'extérieur, parvenaient justement à mener les combats. C'est ainsi que le gouvernement du Biafra avait des soutiens notamment de la Tanzanie, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Zambie, d'Haïti et de la France, qui expliquaient que les Biafrais, le peuple biafrais avait le droit à l'autodétermination, donc le droit de choisir librement sa destinée. Et s'ils estimaient qu'ils n'avaient plus leur place au sein de la République fédérale du Nigeria, il fallait que la communauté internationale et le Nigeria prennent acte et donc leur rendre leur indépendance. Par contre, le gouvernement fédéral de Lagos avait le soutien des grandes puissances occidentales, excepté la France, et un soutien aussi très important de celui de l'Organisation de l'Unité africaine. Pourquoi l'OUA défendait le gouvernement fédéral? Parce que dans la charte fondatrice de l'OUA, il y a justement un élément qui entérine le fait que les frontières issues de la colonisation sont intangibles et on ne peut pas les remettre en cause. Et donc, le fait pour l'OUA, pour l'OUA, le Biafra parvenait à faire sécession, elle allait donc remettre en cause ce fondement-là même de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine relative à l'intangibilité des frontières des différentes composantes de l'OUA. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces grandes puissances-là, occidentales à l'exception de la France, et l'OUA vont apporter des deux côtés un soutien massif aux différentes parties. Et
dès lors, à partir de 1969, en 68 même, 68-69, dès lors que le lieutenant-colonel Yakubu Gowon va décider d'instaurer un blocus au Biafra, eh ben, la situation va devenir terrible puisqu'on estime que la famine va s'installer et cette famine-là va entraîner la mort de près d'1 million de civils, principalement des femmes et des enfants qui étaient les principales victimes donc de cette décision-là. Et puis, par la suite, le conflit, à partir de 1970, va connaître un terme. Pourquoi? Parce que le principal soutien qu'avaient les Biafrais à l'étranger, c'était la France, qui aidait matériellement et financièrement les sécessionnistes biafrais. Cette aide va tarir dès l'instant où, en 1958, le général de Gaulle va quitter le pouvoir. On se rappelle, il avait démissionné. Et donc, à partir de là, son successeur, lui, ne va plus. Donc, le président Pompidou va avoir un autre regard, parfois, à la guerre du Biafra, et surtout du fait que la communauté internationale commençait à relayer abondamment des images terribles qui parvenaient de cette zone-là. Et donc, la France va décider de couper son aide aux sécessionnistes biafrais qui vont se retrouver sans aucun soutien extérieur et donc par la suite qui vont abandonner les armes en 1970. À partir de là, évidemment, le lieutenant-colonel Ojukwu sera d'abord arrêté, puis il ira en exil. Et après, le lieutenant-colonel Yakubu Gowon, lui, va décider d'instaurer un nouveau dialogue. Ce nouveau dialogue-là va permettre de mettre en place une nouvelle constitution avec la promesse faite de transférer le pouvoir aux civils à partir de 1975. Malheureusement, après tous ces travaux-là, bien entendu, il va y avoir encore une nouvelle scission au sein de l'armée parce qu'ils estimaient que Yakubu Gowon il ne voulait pas véritablement rendre le pouvoir aux civils et ils vont profiter du fait que, si tu veux, la figure de Yakubu Gowon, qui était quelqu'un d'assez austère, quand même très, très strict, avait pris aussi des décisions qui n'avaient pas véritablement plu à la population. J'en prendrai deux par exemple. La première, c'est le fait qu'il avait instauré comment on appelle ça? Il avait rendu obligatoire la formation militaire pour les étudiants. Donc, beaucoup d'étudiants vont voir cela comme une espèce d'immixtion, une espèce d'une forme de dictature qui leur est imposée d'entrer, de faire un service militaire obligatoire. La deuxième chose, c'est que les salariés dont les conditions de travail étaient très dures, se sentaient particulièrement abandonnés par leurs représentants, à savoir les leaders syndicaux, qui, eux, s'étaient enfermés dans une espèce de mutisme. Et donc, il va y avoir des déclenchements de grève qui n'étaient pas soutenus par les centrales syndicales. Et donc, ça va créer un climat social qui était délétère. Et c'est à partir de là, c'est face à cette situation sociale qui s'était dégradée, que, évidemment, un groupe d'officiers va décider de renverser le lieutenant-colonel Yakubu Gowon, qui sera remplacé par le colonel Tamirou Tamar. Et donc, à partir de là, Yakubu Gowon, lui aussi, va quitter le pouvoir et connaître l'exil avant de revenir quelques années plus tard, en 1983. Mais cet épisode du 30 mai 1967 reste encore des séquelles aujourd'hui dans l'histoire du Nigeria, puisque la question des populations du delta du Niger, il faut savoir que 80% du pétrole qui est extrait du Nigeria provient de cette région-là, et donc régulièrement, il y a encore des relents sécessionnistes qui continuent à exister dans ces populations-là, qui se disent marginalisées parce qu'elles ne bénéficient pas de la manne pétrolière et surtout, elles sont victimes des effets collatéraux de l'exploitation du pétrole, notamment en matière de pollution de l'environnement, des environnements, ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, il y a cette volonté-là et surtout, il y a le traumatisme aussi lié à cette guerre du Biafra-là, qui n'a pas encore été soldée d'un point de vue historique, même s'il y a, comme je l'ai dit, il y a eu des tentatives de réconciliation entre les Igbo et les autres composantes ethniques du Nigeria, mais il reste que, d'un point de vue politique, les comptes n'y sont pas. Et donc, aujourd'hui encore, parfois, on voit encore cette question, cette histoire relative à la sécession du Biafra qui ressurgissent parfois au Nigeria. Merci Jean-Paul pour ce brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.